Samedi 24 octobre 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 sur RTI 1 et c'est l'heure de vous informer. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a le profond regret d'annoncer le décès de M. Sidiki Diakité, ministre de l'Administration et du Territoire et de la Décentralisation, survenu ce vendredi 23 octobre 2020. Le président de la République présente au nom du gouvernement et en son nom propre les condoléances les plus attristées de la nation ivoirienne à la famille de l'illustre disparu. Le président de la République salue la mémoire d'un grand serviteur de l'État, un collaborateur compétent et loyal. Un deuil national de 72 heures est décrété à compter de vendredi, fait à Abidjan le vendredi 23 octobre 2020. La nouvelle est tombée hier, vendredi. Le ministre de l'Administration et de la Décentralisation a tiré sa révérence. Grand et humble serviteur de l'État, il était pourtant à la table de discussion politique mercredi dernier. Son parcours, je vous propose de le revoir avec Alexis Ouedraogo. Il était une pièce maîtresse du dialogue politique ivoirien. Toujours le mot pour concilier, Sidiki Diakité était de toutes les négociations. Entré au gouvernement en juillet 2017, il occupe les fonctions de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. 2 ans plus tard, dans le gouvernement Amadou Gon Coulibaly, il prend les rênes du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation. C'était le 4 septembre 2019. Ancien préfet hors grade d'Abidjan, Sidiki Diakité a été préfet de Touba de 2007 à 2010, puis préfet de la région des montagnes et du département de Mans. Homme de dossier, collaborateur dont on vantait l'efficacité, Sidiki Diakité part, comme il l'a toujours vécu, à la tâche, discret, réservé. Et suite au décès du ministre Sidiki Diakité, le RHDP a décidé de suspendre ses activités pour 72 heures. Voici la déclaration du directeur exécutif du parti, Adama Bictogo, que je vous propose d'écouter. Il est au micro d'Éric Gouré. Le candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le président Alassane Ouattara, a la profonde douleur de vous annoncer le décès du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et par ailleurs membre du conseil politique du RHDP, M. Sidiki Diakité. Face à cette nouvelle épreuve qui s'impose à notre parti, le candidat appelle tous les militants et sympathisants à observer une suspension de toute activité festive relative à l'animation de la campagne. Une fois de plus, le candidat voudra bien compter sur la capacité de tous les membres des différents organes de la campagne, direction nationale, centrale, régionale, départementale, sous-préfectorale, communale et sectorielle, à surmonter cette situation inédite et difficile, 3 mois après la douloureuse disparition de notre regretté Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué de la Direction nationale centrale Femmes. Compte tenu du décès du ministre de l'Administration du Territoire, M. Sidiki Diakité, Madame la directrice nationale de campagne chargée des femmes, des mouvements de soutien et véhicules d'opinion et des éducateurs et des électeurs de l'extérieur annonce le report à une date ultérieure du giga meeting des femmes, initialement prévu le samedi 24 2020, c'est-à-dire aujourd'hui même au Parc des Sports de Trècheville. Elle présente ses condoléances à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au Premier ministre, à l'ensemble des membres du gouvernement, ainsi qu'à la famille éplorée, signée la DNC, ministre Kandia Camara. 1 minute de silence à la mémoire de tous nos disparus, mais la mort n'arrête pas la vie. La campagne électorale se poursuit et ce samedi marque le 10e jour de la présence des candidats sur le terrain, des candidats qui iront convaincre les électeurs des plus sceptiques aux plus indécis, en passant par les nouveaux majeurs sur toute l'étendue du territoire national.
Le CNDH, le Conseil national des droits de l'homme, va mettre en route 1500 observateurs qui vont superviser le scrutin du 31 octobre prochain. Ils mettront un accent particulier sur le respect des droits de l'homme. Ils noteront aussi tous les cas de violation durant le scrutin. Les explications d'Éric Goré. Namizata Sangaré face à la presse. La présidente du Conseil national des droits de l'homme s'entretient avec les journalistes. Objectif, donner les détails de la mission des 1500 observateurs des droits de l'homme qui seront sur le terrain le jour du vote. Leur mission sera basée sur le respect des droits de l'homme. Ces observateurs seront des relais du CNDH. Ils donneront de la voix si certains citoyens sont empêchés d'accomplir leurs devoirs. Nous souhaitons nous déployer à toutes les étapes pour rassurer les populations sur l'intégrité et pour la sincérité du scrutin. Les dispositions de la Commission électorale indépendante doivent également prendre en compte la situation des personnes vivant avec des handicaps. Ces observateurs feront remonter à leur hiérarchie toute anomalie liée aux élections. Et tout cela a pour objectif d'assurer nos populations, nos concitoyens sur la sincérité du scrutin, sur l'intégrité du scrutin. Il y aura une coordination ici, un secrétariat permanent qui sera là et qui sera en contact avec tous les observateurs déployés sur le terrain à l'effet de faire remonter les informations. Pour cette élection du 31 octobre 2020, le Conseil national des droits de l'homme affirme être aux côtés des citoyens pour que ceux-ci votent en toute quiétude. On parle maintenant de sécurité avec l'interpellation par les forces de la gendarmerie d'une cinquantaine de personnes, des individus impliqués dans les événements qui ont secoué la ville de Dabou en début de semaine. Ils ont été appréhendés avec en leur possession des armes à feu, des armes blanches et même des gourdins. Ils seront présentés devant les juridictions compétentes. Abou Sanogo. Leur interpellation par la gendarmerie nationale intervient après les récents événements qui se sont déroulés dans la commune de Dabou et des villages environnants. Il a été retrouvé en leur possession des armes blanches et à feu, des barres de fer, des téléphones portables et des gourdins avec lesquels ils ont opéré. Ce sont au total 6 armes à feu, 40 armes blanches dont 25 machettes, 8 couteaux de cuisine, 3 lances, 3 haches, 2 couteaux, 2 pics. Ces 50 individus qui se sont illustrés à Dabou et ces villages environnants seront conduits devant les juridictions compétentes pour permettre d'élucider le rôle que chacun d'eux a joué au cours de ces tristes événements. Et puis, suite aux événements malheureux ayant fait plusieurs victimes à Bongouanou, les populations se retrouvent pour parler de paix. De son côté, le chef de l'État a entrepris de soutenir les blessés et les familles des disparus. Des dons remis par l'inspecteur général d'État Théophile Awandouli, qui en a profité pour lancer un appel à la cohésion sociale. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Les 15 et 16 octobre dernier, la ville de Bongouanou était secouée par une vague de mouvements et d'incidents d'une rare violence. Au compteur, des pertes en vie humaine, des blessés et de nombreux dégâts matériels. Après la tempête, les populations se retrouvent pour aplanir les différends, une initiative que vient soutenir le chef de l'État. Ces événements se sont soldés par des blessés et même des morts. Le président de la République informé m'a chargé de venir d'Iyako et de donner quelques moyens aux familles qui ont perdu des enfants et aux blessés pour les blessés se soigner. L'occasion pour l'inspecteur général d'État Théophile Awandouli de lancer un appel au calme, à la tolérance et surtout à une bonne compréhension du jeu politique. Que cela ne se répète plus. C'est l'appel que nous leur avons lancé, de calmer les cœurs, de calmer les esprits. Ces blessés qui sont là, certains sont de tel parti, d'autres de tel autre parti. Moi, ce sont mes enfants qui sont blessés et qu'on doit soigner. Et qu'eux aussi, ils comprennent un certain nombre de choses. Il faut qu'ils pensent à leur propre vie.
Le fils de la région a pour finir invité les populations, notamment les jeunes, au calme pendant cette période électorale. Retour à Abidjan pour parler des activités du Premier ministre au cours d'une rencontre dénommée Meet and Greet. Le chef du gouvernement a donné des conseils aux entrepreneurs afin de pouvoir développer leurs entreprises. Ahmed Bakayoko a réaffirmé l'engagement du gouvernement à créer les conditions d'émergence des PME qui constituent 95% du tissu économique. C'est un compte-rendu de Francis Boifo. En 9 ans, la Côte d'Ivoire a pu rattraper son retard sur le développement. De 60 en 80 en 20 ans, avec le miracle ivoirien, le président Houphouët a réussi à multiplier le PIB par tête d'habitant par 2. 30 ans après lui, les Ivoiriens, sans rentrer dans les détails, ont réussi à le faire chuter au niveau où il était en 60. C'est là où Houphouët l'a pris. Et en 10 ans, de 2011 à 2019, le président Alassane a réussi à le faire doubler, le multiplier par 2. C'est ce que vous pouvez faire en 20 ans. Pour y arriver, le gouvernement a amélioré l'environnement des affaires, créé un cadre de concertation État-secteur privé et mis à la disposition des petites et moyennes entreprises des fonds pour développer leurs projets. Le modèle ivoirien séduit. La Côte d'Ivoire a vraiment l'intention d'aider les entreprises à continuer à croître, mettre l'administration au service des entreprises, ce qui manque dans beaucoup de pays, et se concentrer sur leur travail qui est l'infrastructure. Et je pense que beaucoup de pays de la sous-région gagneraient à apprendre de cela. Il faut faire mieux et laisser le meilleur à la future génération, selon le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Il invite les entrepreneurs à faire preuve d'imagination pour booster l'économie. Par essence, un business, il est bon s'il intéresse un secteur qui est porteur. Ensuite, quand on a les capacités de porter le business, que dans le fonctionnement, on respecte certains ratios. L'acharnement au travail, bien fait, on peut essayer de vous empêcher d'évoluer, mais à force de persévérer, vous arrivez à faire la différence. Des conseils pour encourager l'entrepreneuriat ou accroître le volume des investissements dans plusieurs secteurs. C'est l'objectif de ces échanges dénommés le Meet and Greet, initié par Joel Williams, un opérateur économique. Ce rendez-vous, une opportunité pour le chef du gouvernement. Ahmed Bakayoko rassure sur les dispositions sécuritaires préalables à tout investissement. Il y a toujours des situations qui peuvent vous surprendre, mais ce qui est essentiel, c'est votre capacité de réaction pour stabiliser et normaliser les choses. Vous voyez ici du temps de rétention, il y a des attaques, mais nous avons toujours la réponse parce que nous avons travaillé, nous avons investi pour vous protéger et protéger le territoire. C'est vrai que pendant les périodes électorales, il y a toujours plus ou moins de tensions, mais je peux vous assurer de notre capacité à faire en sorte que ces tensions-là ne prospèrent pas. Le Meet and Greet, cette première édition a fait des heureux. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a donné des instructions en vue de la prise en charge de 2 jeunes entrepreneurs. Place à présent à l'actualité internationale. Condamné par contumace dans son pays, le Burundi, à la prison à perpétuité pour l'assassinat en 1993 de son prédécesseur Melchior Ndadaye. Lors d'un coup d'État, l'ancien président burundais Pierre Buyoya était devant la presse hier vendredi à Bamako. Actuel haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et pour le Sahel, il rejette cette condamnation. Il annonce qu'il va introduire un recours, notamment dans son pays. Auteur dans le passé de 2 coups d'État au Burundi, Pierre Buyoya a par ailleurs affirmé au cours de la conférence de presse qu'il évoquera sa condamnation avec les autorités de l'Union africaine qu'il représente au Mali
et dans le Sahel. Et puis tout près de chez nous, en Guinée, puis c'est ce samedi que doit être annoncé le résultat global du premier tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 18 octobre dernier. La Commission électorale nationale indépendante doit proclamer les résultats provisoires globaux à 11h GMT dans l'enceinte du Palais du Peuple qui abrite les locaux de l'Assemblée nationale à Conakry. Avant même leur proclamation, ces résultats sont déjà contestés par l'opposition qui s'est déjà proclamée vainqueur, mais aussi par certains observateurs et membres de la CENI qui dénoncent, et je cite, de graves anomalies constatées dans la procédure de totalisation des résultats. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'information continue sur les www.rti.ci.